Le froid du brouillard matinal s'étend sur le champ où, il n'y a pas si longtemps, se tenaient deux mondes, le nordique et le méridional. L'un, dans les chaînes de métal, l'autre, dans la laine, le cuir et le sang. Comment se fait-il que des sauvages armés de haches aient brisé les rangs d'acier des chevaliers, dont l'armure valait un village entier? Pourquoi ceux qu'on appelait barbares sortaient-ils vainqueurs encore et encore contre ceux qui se considéraient comme le summum de l'art militaire européen? La réponse n'est pas cachée dans la force brute, mais dans la compréhension même de la guerre. Et cette réponse, peut-être, changera la façon dont tu perçois la bravoure. Les découvertes archéologiques sur les rives de la Tamise et aux embouchures de la Seine le confirment. À partir de la fin du IXe siècle, les raids vikings sont devenus systématiques. Ce n'était pas de simples pillages, c'était une stratégie conçue pour épuiser l'ennemi. Selon les chroniques des moines de l'abbaye de Saint-Denis, on sait qu'en 20 ans, les hommes du Nord ont brûlé plus d'une centaine d'établissements sans engager de bataille majeure. Leur force n'était pas dans les batailles, mais dans leur capacité à forcer l'ennemi à combattre selon leurs propres conditions. Ces guerriers se nommaient huskarls, la garde personnelle du konung. Un huskarl n'est pas un simple guerrier, c'est un homme ayant prêté serment de loyauté jusqu'à la mort. Dans sa vie, il n'y avait pas de notion de retraite, seulement un pas en avant, tant qu'il restait du souffle. Leur corps était entraîné non pas dans des châteaux, mais dans les tempêtes de la mer du Nord, où chaque vague pouvait devenir une tombe. Imagine le son de leur approche. Non pas le rugissement d'une trompette, mais le grincement du bois lorsque la proue du drakkar s'enfonce dans le rivage, et des cris qui couvrent le vent. À ce moment-là, le chevalier essayait encore son casque devant le miroir, tandis que l'homme du Nord marchait déjà sur les galets mouillés, serrant une hache dont le manche était poli par la sueur et le sang. Le poids de l'armure de plate d'un chevalier atteignait 30 kg, presque autant que le poids d'un équipement viking complet, armes et boucliers compris. La différence de mobilité décidait de tout. Le chevalier pouvait être un mur, mais le viking était une tempête. Son armure, un bouclier de frêne, sa vitesse, comme un coup de vent dans une tempête. Selon le chroniqueur anglais Asser, les Vikings savaient se déplacer plus vite que n'importe quelle armée d'Europe de leur temps. Ils parcouraient des dizaines de kilomètres par jour, à travers rivières et marais, changeant de direction comme une meute de loups. Et pourtant, c'était une époque où la cavalerie lourde commençait tout juste à définir le visage de la guerre. Et contre ces hommes du Nord légers et manœuvrables, elle était impuissante, telle une bête encombrante, encerclée par une meute de chasseurs. Leur arme principale, ni l'épée ni la hache, mais la surprise. Ils apparaissaient là où personne ne les attendait, dans un port, dans un monastère, sur une falaise surplombant la mer. Cette tactique, la science moderne l'appelle la guerre de raid, une série de frappes rapides avec des pertes minimales. Pour le chevalier, c'était impensable, car l'honneur exigeait de se tenir face à face. Pour le viking, l'honneur était de survivre et de revenir avec du butin. Mais pourquoi ces barbares du Nord ont-ils pu si facilement détruire les fondements de l'Europe, défendus par des chevaliers revêtus d'acier? Qu'y avait-il en eux qui leur a permis de défier tout un continent? Parce que leur force ne naissait pas dans la forge, mais dans le cœur. Et très bientôt, à l'aube du nouveau millénaire, ce pouls des mers du Nord s'abattrait sur l'Europe avec une fureur que ni l'acier ni la foi ne purent arrêter. Quand le matin sur la mer du Nord est enveloppé d'une lumière grise et que l'air est imprégné d'une odeur de sel et de fumée, sur les rives de la Scandinavie commence ce que les chroniqueurs appelaient le temps de l'épée. Chaque fils de fjord devait être prêt à se battre pour l'honneur, pour le butin, pour un nom que les sagas retiendraient. Mais la force du viking naissait bien avant qu'il ne brandisse son épée. Elle se forgeait dans le froid, la faim et des entraînements sans fin, transformant l'homme en instrument de bataille. Les historiens écrivent que la préparation du guerrier nordique commençait dès l'enfance. Les garçons apprenaient à lancer des lances, à ramer, à réparer les voiles et à survivre en montagne. Quand le chevalier européen apprenait à tenir les rênes, le Scandinave naviguait déjà un bateau dans la tempête. Cette éducation posait les bases de ce qui déterminerait plus tard l'issue de nombreuses batailles, l'endurance physique et la résilience psychologique. Les découvertes archéologiques à Birka et Trosa montrent les armures des Vikings étaient légères et leurs armes fonctionnelles.
Le poids d'une cotte de maille dépassait rarement 10 kg et les casques étaient fabriqués sans visière pour ne pas limiter le champ de vision. Leur principe principal, ne pas être protégé mais être le premier à frapper, et en cela réside l'essence de l'approche nordique de la guerre. Un tel style de combat exigeait non pas de la discipline, comme dans les ordres chevaleresques, mais de la synchronisation. Lorsque des dizaines de guerriers partaient à l'attaque, épaule contre épaule, ils se déplaçaient comme une seule entité. Cette formation était appelée la muraille de bouclier. Les boucliers de frêne se rejoignaient pour former un organisme vivant unique, capable de supporter l'assaut de la cavalerie tout en restant mobile. La muraille de bouclier, ce n'est pas seulement une ligne de défense, c'est le souffle de dizaines d'hommes fusionnant dans le rythme du combat. Quand un bouclier se brisait, le voisin couvrait la brèche. Quand un guerrier tombait, le suivant prenait sa place. Ce principe est comme le cœur d'un dracard, où chaque planche maintient à flot la coque entière. Le chevalier combattait seul pour la gloire. Le viking, ensemble pour la victoire. Dans les sagas scandinaves, il existe le terme drakkar, un long navire avec un dragon sculpté à la proue. Pour l'homme moderne, c'est un simple symbole, mais pour les hommes du Nord, une créature vivante. Il disait « Notre drakkar respire quand nous ramons ». Le navire était une extension du corps, une maison de combat qui pouvait transporter les guerriers jusqu'au cœur même de l'ennemi. Des études modernes montrent que le drakkar pouvait parcourir jusqu'à 100 km par jour sur les fleuves et les mers. Grâce à son faible tirant d'eau, le navire accostait facilement sur la rive, même dans les marais ou sur le sable. Cela transformait les Vikings en fantômes, surgissant de nulle part. Leur arrivée était impossible à prévoir. Les historiens divergent sur le lieu exact des premiers affrontements majeurs entre Vikings et chevaliers. Mais une chose est claire, les hommes du Nord savaient à l'avance contre qui ils devraient combattre. Ils étudiaient l'ennemi, ses habitudes, ses itinéraires, ses faiblesses. C'était une approche de reconnaissance, rare pour l'époque. Les guerriers, ayant grandi parmi les glaces, comprenaient. Ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui observe le plus attentivement. La chevalerie était bâtie sur l'idée de prévisibilité. Le duel, le code, le combat singulier. Le viking brisait cela. Il ne suivait pas les règles. Il pouvait attaquer la nuit, pendant une tempête, pendant la prière. Son objectif, non pas l'honneur, mais le résultat. Et c'est précisément pourquoi, lors des affrontements avec les armées féodales, il remportait souvent la victoire. Mais derrière cette fureur se tenait une autre force, la foi. Non pas une religion au sens habituel, mais la conviction que la mort n'est pas une fin. Le viking n'avait pas peur de mourir, car il savait, périr l'épée à la main, c'est accéder au Valhalla, les salles d'Odin. Ce n'est pas une image poétique, mais une partie réelle de leur esprit combatif. Les archéologues ont trouvé des inscriptions sur des pierres tombales. Il est tombé avec les armes, il est vivant. Pour le chevalier, la défaite était une honte. Pour le viking, une chance d'immortalité. C'est ici que naît le contraste principal des époques. Le chevalier combattait pour préserver sa vie et sa terre, et le viking pour prouver qu'il en était digne. Cela conférait à sa démarche cette force qui faisait trembler les ennemis revêtus d'acier. Car comment vaincre celui qui n'a pas peur de périr? Et quand les premiers cris des corps de guerre résonnèrent au-dessus de la Loire et de la Tamise, l'Europe comprit, ce ne sont pas des barbares qui sont venus à eux, mais une nouvelle pensée militaire. Légère, mobile, imprévisible. Elle apporta une tempête contre laquelle aucun code chevaleresque ne put lever de bouclier. Et cette tempête approchait déjà. La flamme des torches se reflète dans l'eau quand les premiers dracars fendent l'obscurité. Sur les proues, des têtes de dragons dont les yeux semblent regarder à travers la nuit. Ainsi commence l'une des opérations les plus audacieuses du Haut Moyen-Âge, l'expédition des Vikings sur les terres des Francs. L'année, aux environs de 859. Selon les chroniques de Nithard, les hommes du Nord approchèrent l'embouchure de la Seine soudainement, sans déclaration de guerre, sans un signe, seulement le cliquetis des rames et les cris des mouettes. Les chevaliers francs ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. Ils croyaient en l'ordre, aux signaux de trompette, aux formations, à la discipline. Mais contre les Vikings, ces règles ne valaient rien. Une centaine de navires entrèrent dans le fleuve et en quelques jours s'emparèrent des forteresses côtières. Aucune garnison n'eut le temps de se préparer. L'ennemi était venu, non par la route, mais par l'eau.
Les contemporains appelaient cette tactique l'attaque par la mer. Aujourd'hui, les historiens expliquent, c'était la première forme de guerre amphibie. Le terme clé, Blitzraid. Il désigne une frappe rapide sur les points faibles avant que l'ennemi ne rassemble ses forces. Les Vikings ne cherchaient pas à tenir le territoire, ils agissaient comme une tempête. Frapper, disparaître. L'image de cette guerre est simple, comme si la force de la nature elle-même était sortie de la mer et avait tout balayé sur son passage. Quand les chevaliers se réunissaient en conseil, les hommes du Nord partaient déjà avec leur butin. Les archéologues ont trouvé dans la région de Rouen des dizaines de pointes de lances, de fragments de boucliers et des restes de clous de navires, des traces d'affrontements soudains où chaque combat durait des minutes. Les chevaliers en armure, dont les mouvements étaient entravés par des kilogrammes d'acier, se retrouvaient impuissants dans la boue et près de l'eau. Le poids de leur armure atteignait 35 kilogrammes, auxquels s'ajoutaient l'épée, le bouclier, le casque et les étriers. Le Viking, lui, pouvait courir jusqu'aux genoux dans la vase, sauter dans l'eau, frapper et se retirer aussitôt. Dans son arsenal, il y avait la flexibilité, chez le chevalier, la fierté. Le chroniqueur de Fulda écrivait que les commandants francs ne comprenaient pas comment l'ennemi combattait sans ordre. Mais ce chaos était minutieusement pensé. Avant le débarquement, les Vikings formaient une ligne de boucliers, se couvrant mutuellement. Leur ligne de front tenait l'assaut, et la ligne arrière portait des coups en retour, courts, vifs, comme des rafales de vent. Parmi les armes, le saxe, une courte épée à un seul tranchant, occupait une place particulière. Le saxe ne brillait pas comme une lame de chevalier, mais il était idéal au corps à corps. On pouvait l'utiliser pour poignarder et trancher sous n'importe quel angle. Selon les découvertes à Edeby, la longueur du saxe dépassait rarement 70 cm. Mais il était manié avec une telle vitesse que les chevaliers ne comprenaient souvent même pas d'où venait le coup. Les combats contre les Vikings ne ressemblaient pas aux batailles traditionnelles. Ce n'était pas une attaque frontale, c'était une chasse. Les hommes du Nord encerclaient l'ennemi, frappaient par les flancs, tendaient des embuscades au passage. Chaque pierre, chaque rivière devenait une partie de leur arme. Dans les chroniques d'Angleterre de l'époque, on trouve souvent la phrase « Ils sont venus du brouillard ». Ce n'est pas une image poétique, mais une description littérale. Les Vikings utilisaient la vapeur matinale et la pluie pour masquer leurs mouvements. Mais derrière cette mobilité se tenait une structure rigoureuse. Au centre de l'ordre de bataille se trouvait toujours le konung ou le jarl, et autour de lui, les huskarls, sa garde personnelle. Ils ne se contentaient pas de protéger le chef, ils servaient de pilier à toute l'armée. Si les huskarls tenaient bon, l'armée ne fléchirait pas. S'ils tombaient, la bataille était considérée comme perdue. Leur ténacité est devenue légendaire. Il était dit qu'un seul huskarl pouvait tenir sa position contre 3 chevaliers parce qu'il ne craignait pas la douleur. Il était entraîné à combattre en formation serrée, à utiliser non seulement son épée, mais aussi tout ce qui lui tombait sous la main. Un fragment de bouclier, une pierre, un couteau. Ses muscles étaient comme les cordes d'un navire, tendus à l'extrême. Et lorsqu'une attaque de cavalerie s'abattait sur lui, il tombait simplement sur un genou, laissant passer le coup, puis frappait le flanc du cheval. De nombreux chroniqueurs accusaient les Vikings de ruse. Mais cette ruse même a marqué le début d'une nouvelle compréhension de la guerre. Flexibilité, rapidité, initiative. Ils ne reconnaissaient pas les règles sacrées du combat, mais comprenaient la valeur de chaque seconde. Pour eux, ce n'était pas le rituel qui importait, mais le résultat. Et l'Europe fut confrontée pour la première fois à un adversaire que l'on ne pouvait vaincre par la peur. Car le Viking lui-même était l'incarnation de la peur. Non pas une peur personnelle, mais une peur ancestrale, comme le froid de la mer. Et cette peur, une fois libérée sur terre, il était déjà impossible de la refouler dans les vagues. Au-dessus des plaines d'Angleterre s'étend un brouillard, épais et lourd, comme le souffle de la terre avant la tempête. Des centaines de chevaliers se rangent en ordre de bataille. Boucliers, lances, chevaux, étendards. Le cliquetis du métal emplit l'air. Chaque plaque d'acier est ajustée. Chaque sangle est tendue à l'extrême. En face, de l'autre côté de la rivière, les Vikings sont silencieux. Ils se tiennent là, en tunique de laine, avec des ceintures de cuir, des boucliers ronds
et des haches qui semblent avoir absorbé le sang de dizaines de batailles. Deux mondes se regardent. L'un, symbole de pouvoir et d'ordre, l'autre, incarnation de liberté et de chaos. Cette scène est décrite dans les chroniques de la bataille de Maldon en l'an 991. Les chevaliers anglo-saxons revêtus de cottes de mailles s'étaient rangés sur la rive pour empêcher les hommes du Nord de traverser. Ils étaient commandés par Burtnoth, comte d'Essex. Il croyait en l'honneur du combat et permit à l'ennemi de traverser la rivière pour combattre selon les règles. Le chroniqueur, qui écrivit cela plus tard, nota « Ainsi l'honneur devint sa perte ». Quand les Vikings posèrent le pied sur la rive, ils n'attendirent pas de signal. Ils frappèrent les premiers. C'est ici que l'Europe fut confrontée pour la première fois à ce qui sera plus tard appelé la mobilité agressive, la capacité d'attaquer instantanément, sans perdre sa formation. Ce stratagème des Vikings s'appelait le Svinfylking, le cochon. C'est ainsi qu'il nommait la formation en coin qui s'enfonçait dans les rangs ennemis, brisant son centre. Ce n'était pas seulement une manœuvre, c'était l'incarnation de leur esprit, un coup direct, sans hésitation. Imagine ce moment, le rugissement des corps, le crissement du métal, les chocs des boucliers. Les Vikings dévalent la pente en courant, criant un seul mot, « Odin ». Les chevaliers descendent de cheval, tentent de maintenir la ligne, mais le coin des hommes du Nord les percute avec la force d'une vague marine. La première rangée tombe, la seconde n'a pas le temps de se reformer. Chaque coup de hache fend le bois et la chair. Les chroniques rapportent que les Vikings ne faisaient pas de distinction entre nobles et roturiers. Leur but n'était pas de faire des prisonniers, mais de détruire. Ce n'était pas de la cruauté, mais une stratégie, priver l'ennemi de son commandement, provoquer le chaos. Les archéologues ont trouvé sous Maldon des restes avec des crânes fendus, des coups de haut en bas, une trace typique de la hache de guerre, le brodex. Cette arme pesait environ 2 kg et pouvait percer même une cotte de maille. Le brodex n'était pas qu'une hache, mais un symbole de l'égalité nordique. Il était manié aussi bien par le jarl que par le paysan. D'un seul mouvement, il brisait l'armure comme du bois. Cette arme n'exigeait pas l'art chevaleresque, seulement de la détermination. Et la détermination des Vikings était absolue. Mais l'issue n'était pas seulement décidée par les armes. Les hommes du Nord savaient utiliser l'espace. Lorsque les chevaliers avançaient, les Vikings se retiraient dans les marais, attirant la cavalerie lourde. Les chevaux s'embourbaient, les lances se brisaient, la formation s'effondrait. Alors, les hommes du Nord faisaient volte-face et frappaient les flancs. C'était une partie d'échecs vivante, où chaque coup était calculé. Seulement, au lieu des pièces, des hommes. Les chercheurs modernes estiment que le succès des Vikings s'expliquait par leur organisation. Malgré leur sauvagerie apparente, ils agissaient selon les signaux des corps. Chaque son signifiait une manœuvre. Attaque, contournement, retraite. C'était un système de commandement primitif mais précis, compréhensible même dans le bruit de la bataille. Quand la bataille de Maldon fut terminée, le champ était jonché de corps. Plus de la moitié des chevaliers étaient tombés. Le chroniqueur écrivit « Ils se sont battus courageusement, mais on ne peut pas tenir contre le vent ». Cette métaphore devint la clé de la compréhension de la confrontation entre deux mondes. Les chevaliers croyaient en l'armure, les Vikings en la vitesse. Leur esprit était nourri par la foi en la gloire posthume. Avant le combat, les Vikings tiraient au sort pour savoir qui était destiné à entrer au Valhalla. Ce rituel leur rappelait que les yeux étaient déjà décidés et la part perdait tout son sens. Psychologiquement, ils étaient libres, et un guerrier libre est plus dangereux que n'importe quel homme en armure. Les morts restaient sur le champ, mais la victoire appartenait aux vivants. Les noms des chevaliers tombés disparurent les chroniques, mais la gloire des hommes du Nord se répandit sur le continent. Leurs chants étaient entonnés même là où on les craignait, parce que ce n'était pas seulement une victoire au combat, c'était la fin d'une ère où l'armure était considérée comme invincible. Et pourtant, dans cette tempête, résonnait déjà le premier écho de l'avenir. Un affrontement où la force de l'acier allait enfin rencontrer la raison de la mer. Car les chevaliers commenceraient à apprendre de leurs ennemis. Mais avant cela, l'Europe allait traverser des décennies de feu, de pillage et de peur, où le nom de Viking ne signifierait pas un peuple, mais un phénomène. La cendre des feux de camp se dépose lentement sur le sol. Le vent porte l'odeur de brûlé et d'eau salée.
Sur les rives de l'Europe, le silence n'est plus, seulement les traces de monastères incendiés, de forts détruits et des centaines de croix plantées dans la terre. À partir du milieu du Xe siècle, les Vikings ne sont plus de simples pillards. Ils se transforment en souverains. Ceux qui venaient de la mer comme une tempête restent désormais sur terre comme un orage devenu le vent de l'histoire. Les données archéologiques de York et Rouen le confirment. Les établissements des hommes du Nord se transformaient en villes. Ils construisaient des fortifications, frappaient des monnaies, adoptaient le christianisme. Mais l'esprit de leur guerre ne s'est jamais éteint. Cet esprit est devenu le fondement d'une nouvelle culture militaire en Europe. Ironie du sort, ce sont précisément ceux que l'on considérait comme des destructeurs qui ont appris à l'Europe à faire la guerre d'une nouvelle manière. Le terme clé de cette période est la drougina. L'homme moderne entendra dans ce mot quelque chose de simple, presque quotidien. Mais à cette époque, c'était une forme particulière d'organisation militaire. La drougina est une alliance entre un chef et ses guerriers, liés non par un ordre, mais par un serment. C'était le prototype de la loyauté féodale, mais sans la grandiloquence chevaleresque. Chacun savait, sa place aux côtés du konung ne s'achetait pas, mais se méritait par le sang. La drougina scandinave était mobile. Alors que les armées européennes passaient des semaines à rassembler la milice, la drougina pouvait partir en campagne dès le lendemain. Cela a changé la conception même de la guerre. Les Vikings ont été les premiers à transformer des détachements en forces militaires professionnelles. Par la suite, ce fut précisément sur leur modèle que furent construites les premières armées permanentes d'Europe. Au XIe siècle, les descendants des Vikings, les Normands, prennent d'assaut l'Angleterre. Sur le champ de Hastings, en 1066, deux mondes, nés d'une même force nordique, se sont affrontés. D'un côté, les chevaliers sous la bannière de Guillaume le Conquérant, descendants du viking Rollon. De l'autre, les anglo-saxons, également héritiers du sang scandinave. Et bien qu'un siècle se soit écoulé depuis le début des premiers raids, dans cette bataille, ce n'est pas l'acier qui a de nouveau décidé de l'issue, mais la vitesse. Non pas l'éclat des armures, mais la capacité à manœuvrer. Les historiens écrivent que Guillaume a utilisé une fausse retraite, une tactique que les Vikings avaient appliquée pour la première fois. C'était une manœuvre astucieuse, feindre la fuite, attirer l'ennemi, puis frapper quand il perdait sa formation. Ainsi, la victoire à Hastings devint le dernier écho de l'ancienne école nordique. L'Europe accepta la leçon qui avait commencé sur les fjords glacés et se terminait sur la colline brumeuse d'Angleterre. C'est alors que la chevalerie changea. Les guerriers en armure commencèrent à comprendre. Un point blindé n'est rien sans l'intelligence et la vitesse. Des unités légères, la reconnaissance, un système de signaux commencèrent à apparaître. Tout ce que les Vikings avaient pratiqué pendant des siècles. Même la construction navale changea. Des lourdes barges aux navires longs et étroits, capables de remonter le vent. Les archéologues en Normandie ont trouvé une inscription sur une pierre. « Nous sommes venus de la mer pour rester ». Ces mots expriment précisément l'essence de l'époque. Les Vikings cessèrent d'être une tempête, mais la tempête avait changé l'air. De leur culture naquirent de nouvelles dynasties, des rois danois, norvégiens, normands, qui devinrent les héritiers légitimes de ce que l'Europe appelait autrefois des pirates. Mais avec cela vint aussi la fin de l'ancienne voie. Lorsque les guerriers du Nord commencèrent à posséder des châteaux, leurs épées s'émoussèrent par l'inactivité. Ils ne vivaient plus dans des bateaux et ne se réchauffaient plus auprès des feux de camp sur les rives. Leurs descendants portaient des blasons et participaient à des tournois, oubliant l'odeur du sel sur la peau après le combat. L'histoire semblait bouclée. Les barbares s'étaient transformés en chevaliers et les chevaliers en héritiers des barbares. Cependant, le viking ne disparut pas. Il resta dans les légendes, dans le sang de ceux qui cherchent encore le risque et le défi. Parce que la véritable victoire des hommes du Nord ne résidait pas dans les terres conquises, mais dans le fait qu'ils avaient à jamais changé le sens même du courage. Ils prouvèrent « la force, ce n'est pas l'armure, mais la volonté d'avancer quand le monde entier est contre toi ». Et même lorsque l'Europe s'enfonça dans le luxe et les dogmes, le souvenir des hommes venus de la mer continua de vivre dans les champs.
Car chaque tempête commence par un seul coup de rame, et chaque peuple décide un jour ce qui est plus terrible, périr ou rester. Et devant le silence dans lequel naît une nouvelle question, si tu avais été sur la rive à ce moment-là, sous le grondement des corps et le crissement du métal, de quel côté aurais-tu été? Dans une armure scintillante ou parmi ceux qui vont contre le vent? Lorsque les derniers navires vikings disparurent à l'horizon, l'Europe souffla de soulagement. Mais le bruit de leurs rames ne se dissipa pas dans les vagues. Il demeura dans le tissu même de l'histoire. Les hommes du Nord disparurent, mais leur esprit fut absorbé par ceux qui vinrent après, car la victoire des Vikings ne résidait pas dans les villes incendiées, mais dans le fait qu'ils avaient changé la philosophie même de la guerre. La chevalerie, ayant vu un ennemi que ni l'acier ni la peur ne pouvaient arrêter, fut contrainte de devenir différente. Les guerriers commencèrent à s'entraîner non seulement dans l'art de frapper, mais aussi dans l'art de penser. Apparurent des éclaireurs, des unités légères et manœuvrables, des corps de signalisation et des épées courtes, tout ce que l'Europe avait appris des hommes du Nord. Même les armures de plate devinrent plus fines et les campagnes plus rapides. Des archéologues modernes ont trouvé en Suède une épée ornée de runes sur lesquelles était gravé « La vitesse est plus importante que l'acier ». Cette inscription semble nous être adressée à travers un millénaire. Les Vikings comprenaient « La victoire ne naît pas de l'éclat des armes, mais de la détermination à faire le premier pas lorsque les autres hésitent. » Et peut-être, c'est là leur principale leçon pour nous. Chaque siècle engendre ses propres batailles, pas toujours avec l'épée, mais toujours avec la peur. Les hommes du Nord nous apprennent à ne pas craindre les tempêtes, car la tempête, c'est la vie. Leur histoire nous rappelle, l'armure protège le corps, mais pas l'esprit. Et celui qui ne compte que sur le fer a déjà perdu contre celui qui croit en lui-même. Les archéologues trouvent encore des traces de ceux qui allaient avec le vent, des ossements, des lames, des dracars calcinés. Mais les véritables traces des Vikings ne sont pas dans la terre, mais dans les hommes. En chacun qui ne cède pas, qui avance, même quand tout autour s'effondre. Alors, pourquoi les guerriers du Nord vainquaient-ils les chevaliers? Parce qu'ils ne se battaient pas pour la gloire, ils se battaient pour vivre. Leur arme était la détermination, leur armure, la foi, leur dieu, la voix. Et maintenant, sachant cela, il convient de se poser la question. Si la tempête venait aujourd'hui, aurais-tu l'esprit d'aller contre le vent comme il le faisait autrefois?